Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti une histoire, et aujourd'hui, je pensais que c'était le moment de le faire. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, et moi je suis quelqu'un de parole, surtout quand c'est enregistré, donc comme promis, je vous fais la vidéo sur l'histoire d'Arthur Morgan. Arthur Morgan naît en 1863, quelque part dans les étendues froides et brumeuses du nord des États-Unis. Ses parents, d'ascendance galloise, mènent une vie peu reluisante. Sa mère Béatrice Morgan meurt alors qu'il est encore très jeune, emporté par une cause obscure que l'histoire n'a pas retenue. Son père, Lyle, est un criminel raté, un hors-la-loi de bas étage, dont les choix de vie ne laissent à Arthur qu'un héritage misérable. En 1874, alors qu'il n'a que 11 ans, son père est arrêté pour vol, qui paraît n'être qu'un événement marquant, devient un traumatisme pour Arthur. Il est témoin de l'exécution de son propre père. Et ça, Arthur il ne l'oubliera jamais. Malgré la froideur de leur relation, Arthur récupère quand même le chapeau de son père, qui vient de voir se faire exécuter. Il gardera aussi également une précieuse photographie de son père, comme un vestige et pour toujours se rappeler de son passé brisé. 3 ans plus tard, en 1877, Arthur est déjà un délinquant, alors qu'il n'est qu'adolescent. Il errera dans les rues seul pendant un long moment, jusqu'à ce que deux figures lui tendent la main, Dutch van der Linde et Hosea Matthews. Ils le sortent de la misère et lui offrent ce qu'il n'a jamais eu, un foyer, une famille, un but. Arthur voit en eux plus que des sauveurs, des mentors, presque des pères. Avec eux, il apprend tout ce qu'un homme libre doit savoir: lire, écrire, tirer, monter à cheval, survivre et fuir la loi. Dutch lui partage sa vision du monde, un idéal anarchiste où les chaînes de civilisation doivent être brisées. Au fil du temps, Arthur forge des liens profonds, il trouve un chien, Copper, un compagnon fidèle et joyeux avec qui il noue une relation unique. Copper, pour Arthur, c'est plus qu'un animal. Il est comme son frère, il lui tient compagnie tout le temps, ils sont tellement complices qu'ils partagent même leur bain. Mais quand le chien meurt, il ne reste qu'une photo, une cicatrice sur le cœur d'un homme qui n'a que peu de certitude. Plus tard, Arthur adoptera une jument qui deviendra sa monture de confiance, loyale et rapide, un véritable prolongement de lui-même. À l'âge adulte, il fait la rencontre de Marie, et comme toutes les histoires d'amour, au début c'est tout beau tout rose, et Arthur est l'homme le plus heureux du monde. Ils sont tous les deux très amoureux, mais le choix de vie Arthur pèse très lourd pour Marie. Le père de Marie le méprise profondément. Entre les crimes d'Arthur, sa fidélité à Dutch, c'est compréhensible, et tout ça, vous vous en doutez, ça va finir par les séparer. Mais Arthur, il est pas comme les autres. Même s'il était très attaché à cette lumière douce qui était pour lui Marie, il va la laisser partir. Il va respecter complètement son choix, il a un respect énorme envers elle, et rien que pour ça, Arthur, c'est vraiment un beau gosse. Parce que cette douleur muette qu'Arthur ressent, il va la garder jusqu'à la fin de sa vie. En 1884, Arthur, en quête de reconnaissance au sein de la bande, est envoyé pêcher. Il reviendra fièrement avec ses 3 poissons qu'il a pêchés. La bande est hyper contente, hyper fière d'Arthur, il y a un banquet qui s'organise et tout ça. La fête, elle commence. Sauf qu'une semaine plus tard, Arthur il va se faire afficher dans un magasin. En réalité, ces poissons, il les a pas du tout pêchés. Il est juste allé dans le commerçant du coin et il lui a acheté les 3 poissons. Alors tout le monde se fout de sa gueule dans le camp, normal. Le mec il s'est fait passer pour un extra BG alors qu'en vrai il a fait comme tout le monde. Il est allé à la poissonnerie, il a acheté son poisson. Mais tout ça, ça va rester qu'une anecdote. Donc ça va, en vrai ils vont juste un peu le taquiner. Voilà. Et puis ça va vite passer. En 1885, un nouveau visage rejoint le groupe, John Marston. Un garçon de 12 ans, sauvé par Dutch des griffes de colons violents de l'Illinois, Arthur et John grandissent côte à côte. Entre les coups de feu et les discours révolutionnaires de Dutch, une fraternité naît. Même si le lien est parfois mis à l'épreuve, tous les deux deviennent les protégés du patriarche Van der Linde. Tous les deux vont être les enfants de son utopie sanglante. Et 2 ans plus tard, en 1887, la bande franchira le cap de non-retour
leur premier braquage. Enfin, le premier braquage d'une banque, donc leur premier vrai braquage. En plein milieu de la nuit, Dutch, Osea et Arthur s'introduisent dans la banque. Alors, je vais pas dire le nom parce que je saurais pas vous le dire, mais je vous l'affiche ici. Mais j'arriverai pas à le dire. My bad. Bon, ok, vas-y, je vais essayer. La banque de Lee et Hoyt. Ils repartent avec 5000 $ en or, mais c'est pas du tout l'argent qui marque ce moment. C'est ce qu'ils en font. Au lieu de fuir, ils redistribueront leur butin dans les quartiers pauvres, les taudis et même les orphelinats. En gros, c'est Robin des Bois, mais dans un monde où les contes de fées n'existent pas encore. Et tout ça va mener à la recherche de la police, mais surtout, ça va les rendre hyper célèbres. Dans les années qui suivent, alors qu'Arthur y continue de faire sa vie, il va rencontrer Elisa, une jeune serveuse de 19 ans avec qui il va commencer à faire des bails, t'as capté? Et après avoir fait leur petit truc, ça va mener à une grossesse. Putain, sacré coquin Arthur, hein? Le gosse, il va s'appeler Isaac. Mais Arthur, complètement conscient de son incapacité à être père, il va pas être super présent non plus. Alors, il va quand même passer les voir quand il a du temps, mais ça va pas être le daron qui va aller faire la pêche avec son gosse, quoi. Et non, c'est faux, parce que n'oubliez pas qu'Arthur, c'est un archi-BG. Du coup, un jour, quand il aura le temps, il va emmener son gosse faire de la pêche. Il va aller avec lui, il va pêcher, tout ça, passer un petit moment cocooning. Bref, un moment suspendu hors du temps, dans lequel il est pas du tout en mode hors-la-loi. Et ça, c'était très rare à ce moment-là pour Arthur. Et d'ailleurs, c'est ce qui va le rattraper. Un jour, alors qu'il partait pour les visiter, il va tomber sur les deux corps de Elisa et de Isaac. Ils ont été mis dans un pack pour 10 $. Et ça, c'est un deuxième choc et ça va le briser encore plus qu'il ne l'était déjà. Et ça va confirmer une pensée qu'Arthur a et une citation qu'il a dans la tête depuis un long moment. La violence n'attire que la perte. En 1894, Abigail Roberts rejoint la bande, elle se rapproche de John et ensemble ils ont un enfant. Jack. Arthur, malgré sa carapace, devient une figure tutélaire pour le petit. Pourtant, lorsque John abandonne temporairement sa famille, Arthur le ressent comme une trahison. Le lien entre eux s'effrite doucement. Et puis en 1899, il y a tout qui va basculer. Il y a deux nouveaux membres qui arrivent dans la bande. Charles Smith, qui lui est loyal et exemplaire, et Micah Bell, le fils de pute de service, qui lui c'est un manipulateur et un mec dangereux. Et à ce moment-là, Micah Bell, qui gagne petit à petit la confiance de Dutch, va lui proposer de braquer un ferry. Et cette fois-ci, il veut le frapper fort. Car là, on parle quand même du ferry de Blackwater. Et Blackwater, c'est quand même une grosse ville à ce moment-là. Arthur et Osea, qui sont occupés à ce moment-là, ils vont pas partir pour faire le braquage avec eux. Mais ce braquage, il va tourner au drame. Il y a une femme innocente qui sera tuée, des membres de la bande qui seront blessés, capturés, et même la plupart de l'argent va disparaître. Sauf une petite partie, justement, que Dutch réussira à cacher dans Blackwater, et alors qu'ils sont traqués, ils arrivent en urgence, et repartent en urgence pour aller se cacher dans les montagnes au nord de l'Amérique. Traqués, la bande fuit vers les montagnes glacées d'Ambarino, et à ce moment-là, le rêve commence à s'effondrer. Pendant leur fuite de Blackwater, c'était un bordel. Le vent hurlait dans les montagnes comme un présage, poursuivi par la Pinkerton National Detective Agency. Affamé, gelé, blessé, le reste de la bande va se réfugier dans un ancien camp minier abandonné, colté, niché au cœur des montagnes enneigées d'Ambarino. Le froid était mordant, le feu rare, la mort très proche. Arthur, toujours en première ligne, va participer aussitôt aux recherches des vivres et des ressources. Avec Dutch et Micah, ils partent dans la tempête, déterminés à ramener quelque chose, n'importe quoi, pour garder les autres en vie. En chemin, ils découvrent une cabane isolée. À l'intérieur, il y a des gens. Ils vont donc essayer d'aller demander de l'aide, sauf que là, tout proche, ils trouvent un cadavre gelé. Les signes d'un carnage récent, et c'est à ce moment-là que le trio découvre qu'ils sont pris en embuscade par des membres du gang des O'Driscoll, le gang rival à la bande de Dutch. L'affrontement était violent, mais Arthur et les siens, ils survivent. Au moment où ils fouillent les lieux pour voir s'ils ont bien buté tout le monde et s'ils peuvent trouver quelque chose pour survivre, de la nourriture ou quelque chose pour se réchauffer, ils vont tomber sur une jeune fille recroquevillée sur elle-même qui va tout de suite paniquer. Elle a été cachée, prise en otage par les O'Driscoll alors que son mari a été tué, et donc elle pense que Arthur, Micah et Dutch sont des méchants. Et honnêtement, quand on voit la gueule de Micah et surtout que Micah prétend que c'est une O'Driscoll aussi, on comprend pourquoi elle était en panique. Cette fille s'appelle Sadie Adler et Dutch va lui offrir un refuge, de quoi se réchauffer, des vivres
Et donc progressivement, elle va commencer à rejoindre la famille des Van der Linde. De retour au camp, Arthur accompagné de Charles, ils partent chasser des cerfs dans la neige. Pour nourrir le groupe, forcément. Chaque balle tirée dans le silence, Blanc semblait résonner comme un acte de survie. Charles, discret et solide, gagne rapidement le respect d'Arthur, une nouvelle fraternité qui naît. Peu après, Dutch apprend que Colm O'Driscoll, son vieil ennemi juré, se trouvait non loin de là. Arthur, Rosea et Dutch tendront une embuscade à leur camp. Le sang coule dans la neige, les O'Driscoll tombent, mais l'obsession de Dutch laisse un goût amer. Et Arthur, à ce moment-là, il commence déjà à percevoir une fissure dans l'idéal de son mentor. Puis vint le moment de retrouver John. Parti en exploration, il donne plus de signes de vie. Abigail, inquiète, demande à Arthur et Javier Escuela de partir le chercher. Il le retrouve grièvement blessé, rongé par le froid, traqué par les loups. Arthur, sans hésiter, le tire de là et le ramène au camp. Ce geste va renforcer le lien, mais faut pas oublier qu'Arthur, il est assez rancunier et donc il va lâcher 2-3 piques quand même, en lui rappelant qu'il est déjà parti une fois de la bande et qu'il les a déjà abandonnés une fois. Arthur, c'est quelqu'un qui oublie rien et qui reste toujours sur la défensive. Et là, on a l'écho d'un espoir. Vous vous souvenez, quand ils ont tendu une embuscade au camp des O'Driscoll, ils ont récupéré le plan d'un train qui appartient à Leviticus Cornwall, un riche homme des États-Unis à ce moment-là. Et dans ce train, on peut y retrouver des actions en gros. Donc des placements en bourse qu'on peut revendre contre de l'argent, et donc se faire un bon petit paquet suivant ce qu'il y a dans le train. Et là, toute la bande met du sien pour essayer de saboter le train et essayer de récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer. All of you. You all know what to do. Here we go. Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me! Where did you find that moron? You said it was fine. Come on! Et même si le plan de base il a pas fonctionné parce que la dynamite qu'ils avaient prévue, elle va pas exploser, et ben ils vont quand même réussir à récupérer un petit peu d'argent. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Donc ce braquage c'est un succès, mais un succès qui va pas durer longtemps parce que aussi vite qu'ils ont récupéré tout ça, eh ben vient les ennuis. Leviticus Cornwall, lui il est furieux et il veut retrouver le coupable. Et d'ailleurs il jure qu'il va retrouver le coupable, mais Dutch lui de son côté, ben en vrai il est hyper content parce qu'il vient de prouver qu'on peut encore niquer le système. Et c'est tout ce qu'il veut Dutch. Mais Arthur lui il le perçoit pas vraiment comme ça. Avec le butin qu'ils viennent de récupérer, il décide de quitter les montagnes. Donc le froid c'est ciao, les O'Driscoll c'est ciao, tout ça ça doit rester derrière et nous on va plutôt se concentrer à un nouvel endroit avec des paysages magnifiques et des collines verdoyantes. Oui, on va profiter du paysage de New Hanover. La neige fond derrière eux. Après des semaines d'isolement dans des montagnes glacées, la bande Van der Linde descend vers les terres plus clémentes. Ils s'installeront au sommet d'une colline, surplombant la vallée, Horseshoe Overlook. Le paysage était paisible, presque idyllique, mais Arthur savait déjà que le calme n'était qu'une illusion. Les fuites laissaient toujours des traces et la loi ne l'oubliait jamais. Dès leur arrivée, ils reprendront leur activité normale. Hosea et Arthur partent dans la ville voisine de Valentine, une bourgade poussiéreuse peuplée de cow-boys crasseux, d'ivrognes et d'opportunités. Leur objectif, préparer un nouveau coup, mais aussi tâter le terrain, jauger les regards et flairer les ennuis. Arthur en profitera pour faire connaissance avec de nouveaux membres du camp. Il nourra un lien particulier avec Lenny Summer, jeune homme, intelligent et éloquent, né dans le sud de ségrégationnistes. Leur complicité il va se forger un soir où ils vont se mettre complètement rabattre. Les deux, qui sont complètement arrachés, ils passent leur temps à danser avec des inconnus,
à se battre, puis à la fin, carrément à fuir les autorités, et tout ça en continuant de rigoler, et ça, c'est un des seuls moments dans le jeu où on va voir Arthur Morgan comme ça. Mais à ce moment-là, il y a un autre visage aussi qui va marquer la fin de cette période, c'est Tilly Jackson. C'est une ancienne membre d'un gang violent, rescapée d'un passé plus que brutal, c'est une femme pour qui Arthur avait énormément de respect, malgré ses airs un peu moqueurs parfois. Elle était très forte, rusée, intelligente, et au moment où elle va se faire kidnapper par des anciens membres de son gang, Arthur il va pas hésiter une seule seconde et va partir tout de suite la chercher. Avec Mary-Beth et Keren, il va traquer les ravisseurs, les retrouver et libérera Tilly. Il va pas en faire toute une affaire, il l'a fait parce que c'était ce qui était juste, mais ça va en partie créer les premières fissures dans la bande de Dutch. D'ailleurs, ce dernier, toujours persuadé de sa grandeur, il va décider d'aider un homme du nom de Cornwall. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Effectivement, c'est l'homme riche qu'ils ont volé juste avant de partir des montagnes, et celui-ci, il n'était pas du tout du genre à pardonner. Après une entrevue très tendue, une fusillade va éclater en plein Valentine. À ce moment-là, Arthur il est également présent, il est aussi accompagné de Lenny, et tous les trois ils vont devoir fuir la ville sous les balles. Petit à petit, les taux se resserraient. À ce moment-là, Arthur il se rapproche aussi d'un certain Leopold Strauss. L'usurier d'un groupe, Strauss lui confie des tâches ingrates. Récupérer des dettes, parfois auprès de pauvres gens à bout de souffle. Ces missions laissent à Arthur un goût amer. Il se sentait de plus en plus éloigné de l'homme qu'il voulait vraiment être, et ça, il va mettre un certain temps quand même à le comprendre. En faisant ça, en gros, il faisait un peu l'huissier de justice, et je pense pas qu'un huissier de justice, il est hyper content d'aller récupérer, saisir les objets chez quelqu'un, mais bon, il en faut, on va dire. Mais cette vidéo, elle est pas du tout destinée à ce débat, donc on va pas commencer à y rentrer, parce que sinon on va très vite glisser, je pense. Un jour, alors qu'il se rendait à Emerald Ranch pour récupérer une dette, Arthur découvre une famille brisée. Le père violent et manipulateur, la fille, Karen, prise au piège. Arthur est donc touché. Il tente d'intervenir, mais le poids de ses propres contradictions l'empêche d'aller plus loin. C'est aussi à cette période que Mary Gilly, son ancien amour, réapparaît dans sa vie. Elle lui demande de l'aide pour sauver son frère, tombé sous l'influence d'un culte étrange. Arthur accepte, ensemble ils retrouvent le garçon et le ramènent à la raison. Un autre moment suspendu dans le temps, une possibilité d'un autre futur, mais à la fin, Mary elle part de nouveau. Elle aimait encore Arthur, peut-être, mais elle savait qu'il ne quitterait jamais Dutch. Et lui, malgré l'usure, restait fidèle à son rêve. Et puis, comme chaque chose en son temps, on arrive au fameux moment de la fusillade de Valentine. Alors je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, mais en vrai ça se passe à la toute fin. Tout se passait bien dans la ville jusqu'à l'arrivée de Monsieur Cornwall. Et ça arrive pile au mauvais moment, parce que la bande elle était en train d'organiser un braquage. Le plan semblait solide, John, Arthur, Dutch, Lenny, Bill et Karen déguisés en bourgeoise devaient s'introduire dans la banque et vider les coffres. Et là, à ce moment-là, y a pas le choix, il faut fuir. Et il y a meilleur temps de fuir très vite avant de se faire péter, parce que sinon, c'est finito, quoi. Après ça, Dutch, il va décider qu'il faut de nouveau bouger. Valentine, c'est devenu beaucoup trop dangereux, ils commencent à scruter les alentours, et ils ont pas envie de se faire choper. Direction Rhodes, plus au sud, là-bas, entre plantations et vieilles rancunes, la bande allait s'enliser dans une guerre qu'elle ne comprenait pas encore. La poussière rouge du sud recouvrait tout, les chevaux, les bottes, les visages. À Rhodes, petite ville endormie de Scarlet Meadow, le calme n'était qu'un mensonge. Ici, la guerre civile n'était jamais vraiment terminée. Deux familles dominaient les lieux, figées dans une haine ancestrale, les Grey et les Braithwaite. Dutch flairait une opportunité et décide de jouer les deux camps, pensant pouvoir profiter de leur rivalité. Arthur, lui, sentait l'odeur du piège, mais comme toujours, il fait confiance à Dutch, et il le suit. Le camp sera établi au cœur d'un marais, l'humidité s'infiltrait partout, les moustiques piquaient sans relâche et les alligators guettaient les imprudents. Pourtant, le groupe trouve là un petit semblant de stabilité. Des moments de répit, Charles et Arthur repartent souvent chasser ou aider les villageois. Ravière chantait le soir, Sadie de plus en plus indépendante. Elle s'endurcissait et Arthur, il commence à écrire dans son journal avec de plus en plus de sincérité. Il observait, il doutait, il sentait quelque chose qui changeait. Lenny et Arthur, eux, enquêtaient à la demande des Grey sur des trafiquants de moonshine qu'ils éliminaient sans scrupule. Puis ce fut au tour des Braithwaite d'utiliser les services de Dutch. Chaque famille pensait manipuler la bande à son avantage, mais en réalité, c'est Dutch qui manipulait tout le monde. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient.
Pendant ce temps, Arthur se liait d'amitié avec une esclave affranchie du nom de Penelope Braithwaite, une jeune femme idéaliste, éprise de Beau Grey, fils de la famille ennemie. Une tragédie de Shakespeare. Dans les marais, Arthur acceptait de les aider et de se retrouver. Défiant les ordres des deux clans, il vit en eux ce qu'il n'avait jamais eu avec Marie. Un amour qui tentait de survivre malgré les chaînes du monde. Mais cette parenthèse romantique, elle va pas du tout effacer la réalité, la tension, elle continuait de monter. Un jour, les Grey attiraient Arthur, d'autres dans un piège. Alors qu'ils croyaient protéger les intérêts de la ville, ils ont été cramés sous un feu croisé. Sean, l'un des jeunes membres de la bande, tombe, abattu d'une balle en pleine tête. Sans prévenir, sans raison, Arthur le voit mourir devant lui, le sang sur la poussière rouge. Enfin, ils abattront Lenny sans raison, c'est un bien grand mot. Parce qu'en vérité, les Grey l'ont abattu à cause de Dutch. Il voulait profiter du conflit entre les deux familles, comme je vous l'ai dit, et a ordonné à Arthur d'aller brûler un champ de tabac à la famille Grey. Sauf que la famille Grey sont venus à découvrir que c'était à cause de la bande de Dutch. Ensuite, Abigail ira voir Arthur et l'avertira que Jack a disparu. Immédiatement, il découvre que c'est les Braithwaite. Et là, Dutch devient complètement fou. Il perd totalement le contrôle, il rassemblera tous les hommes de la bande et ils partiront ensemble au manoir des Braithwaite. Ils élimineront tout le monde, pensant retrouver Jack à l'intérieur, mais Jack n'est pas présent, ils ne retrouveront jamais Jack à l'intérieur. Ils décideront donc de prendre avec eux Catherine Braithwaite, la chef de la famille, de brûler le manoir et en même temps de lui poser la question où se trouve Jack. Elle répondra qu'il est chez Brontë, un mafieux très influent à Saint-Denis. Arthur, couvert de suie, regardait les ruines du manoir. La guerre des familles n'était qu'un prétexte, le rêve de Dutch devenait de plus en plus noir. Il était temps d'aller à Saint-Denis, retrouver Jack et peut-être comprendre ce que le monde devenait. Saint-Denis, c'est une ville vivante, grouillante, pleine de lumière, de bruits de contradictions, les calèches se mêlaient entre tramways, les élégants aux mendiants et la culture à la corruption. Pour Arthur, ce monde n'était pas le sien. Il y voyait le reflet d'une société qu'il méprisait, mécanique, inhumaine, fausse. Mais c'est ici, au cœur de la modernité, que la bande de Vanderlinde allait tenter de survivre. Ou peut-être de se perdre. Dutch, plus déterminé que jamais, voyant en Angelo Brontë un allié potentiel. Brontë, un homme cultivé, riche, raffiné, et pourri jusqu'à l'os, il tenait la ville par les couilles, entre guillemets, achetait les policiers, manipulait les juges, régnait sur le crime organisé, et ça comme un roi. Il avait Jack. Dutch et Arthur, accompagnés de quelques hommes, se rendit dans son manoir. L'Italien les accueillit avec un sourire serpent, puis il leur rendra l'enfant comme un cadeau, en échange de quoi? De leur loyauté, ou du moins de leur obéissance. Ils devront quand même régler le problème que Saint-Denis a, des pilleurs de tombes, et donc devront éliminer ces derniers qui venaient piller les tombes dans le cimetière de Saint-Denis. Aussi simple que ça. Après avoir retrouvé Jack, c'est un soulagement. L'enfant était secoué mais vivant. Abigail, elle fond en larmes. John, lui, reste silencieux. Un silence qui en disait long. Pour Arthur, ce fut un moment très rare de tendresse, néanmoins qui restait teinté d'amertume. Jack avait été sauvé, oui, mais à quel prix? Brontë leur demandera bientôt une série de services, des expéditions nocturnes, des intimidations, des cadavres à enterrer. Chaque mission rendait Arthur un peu plus suspicieux. Il voyait Dutch se rapprocher de Brontë, l'écouter, l'admirer même, et tout ça, ça le troublait. Mais Dutch n'était pas du genre à rester soumis. Il avait ses plans, et un soir, il décidera de frapper fort. Il ordonnera à sa bande d'enlever Brontë. Ils iront s'introduire dans son manoir, l'assommeront et le traîneront jusqu'à la marée infestée d'alligators. Et là, Dutch y montre un visage que très peu de gens avaient vu, celui d'un homme sans pitié, parce qu'il donnera Brontë vivant à bouffer aux alligators. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Patriots, gonna come and rescue you. You repulsive little maggot. Call them now. You call them. Jesus. Part of your philosophy books cover feeding a fella. Good goddamn
alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. Arthur, lui, il va regarder la scène, mais il va sentir un froid plus glacial que les marais. Et pourquoi Dutch il a pété les plombs? Bah simplement parce que Brontë les a trahis. Il leur a proposé de faire un braquage, là où il pourrait en tirer énormément d'argent, mais en fait Brontë il était de mèche avec la police locale, et donc ça, Dutch il l'a pas accepté. Il pensait que l'argent pouvait tout acheter, même l'amour des gens les plus proches de l'un et de l'autre. Mais l'ambition elle s'arrêtait pas là. Dutch y préparait son grand coup, braquer la banque de Saint-Denis, un plan risqué, suicidaire peut-être, mais qui promettait une fortune hors norme. Le jour venu, tout semblait se dérouler comme prévu. Arthur, Dutch, Hosea, Lenny, John, Javier, Abigail, tous jouaient leur rôle. Mais une fois de plus, la réalité rattrapera le rêve. Les Pinkerton surgiront, Hosea fut capturé, puis exécuté. Sans avertissement, Lenny, jeune et loyal, tombera à son tour, abattu dans le dos alors qu'il fuyait. Le sang coulera dans les rues de la ville, Dutch perdra le contrôle, Arthur, John et Dutch tenteront de s'enfuir par les toits, puis par les égouts, puis John sera capturé, Abigail hurlera, et Dutch il va même pas regarder en arrière. La fuite était complètement désespérée. Arthur et quelques autres survivants monteront dans un bateau, et en montant clandestinement, ils réaliseront que tout l'argent avait été perdu, et donc que par conséquent, le rêve aussi. What now? Well, at least we got some gold. I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Hosea, that wasn't good. I know. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence. And find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no-good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, that cloud look like good news to you? La mer les emportera loin des États-Unis, vers l'inconnu, à Guarama. La mer avait avalé leur espoir. Une tempête brutale, implacable, projeta leur navire contre les rochers d'une île inconnue. Arthur, il va se réveiller sur une plage de sable blanc, bien paradisiaque, bien tout ce que vous voulez, esthétique pour les meufs. Mais pour lui là, c'est pas le moment de faire une story Insta. L'air elle est saturée de chaleur, ses vêtements ils sont trempés, et surtout, il sait pas où il est, ses souvenirs ils sont complètement brouillés. Guarama c'est un territoire tropical, luxuriant, étouffant, loin de tout, et surtout loin de l'Amérique. Peu à peu, Arthur retrouvera les survivants. Dutch, Javier, Bill, Micah, tous secoués, tous désorientés, mais Dutch lui semblait exalté, comme si cette île offrait un nouveau théâtre à ses délires de grandeur. Ils découvriront vite qu'ils n'étaient pas seuls, l'île est sous contrôle d'un dangereux dictateur, le colonel Foussard, un tyran soutenu par une compagnie sucrière corrompue, exploitant les travailleurs jusqu'à l'épuisement, un groupe de révolutionnaires mené par le charismatique
Hercule Fontaine, tentaient de libérer le peuple. Dutch, toujours avide de pouvoir, décide de s'allier à eux. Pas par conviction, mais par opportunité. Parce que les résistants vont promettre à Dutch que s'ils arrivent à libérer l'île ou à les aider à libérer l'île du colonel Foussard, ils les aideront également à retourner en Amérique. Arthur, lui, observait. Chaque jour, il voyait Dutch changer. De leader inspirant, il devenait impulsif, paranoïaque, dangereux. Il se méfiait de tout le monde, sauf de Micah. Les combats seront rudes, Arthur malade, épuisé par le climat, luttait contre une toux persistante. Il ne disait rien, mais en lui quelque chose s'effritait. Une faiblesse nouvelle, un présage. La guerre sur l'île atteignait son apogée lorsqu'avec Hercule, la bande lancera un assaut contre la forteresse de Foussard. Canons, flammes, cris... le chaos dans toute sa splendeur. À la fin, le colonel Foussard sera tué, les révolutionnaires seront victorieux et Dutch sera pressé de vite rentrer à la maison. Les révolutionnaires ils vont tenir parole, ils leur donneront un navire marchand, et grâce à celui-ci, ils pourront justement retourner sur leur terre. L'Amérique les attendait, mais plus rien ne sera comme avant. Le retour en Amérique, c'était vraiment pas un soulagement. C'était plus un enterrement qu'autre chose. Hosea était mort, Lenny aussi, John il était emprisonné, et Abigail, la compagne de John, elle était seule. Le camp s'était maintenant déplacé dans un endroit sombre et humide, au nord de Hannesburg. C'était une espèce de caverne lugubre, presque invisible, et Dutch, c'était plus du tout le même. Guarama, ça lui avait brisé quelque chose, ou peut-être révélé ce qui dormait au fond de lui depuis très longtemps. Il ignorait tout ce que les autres lui disaient, il parlait plus qu'à Micah, il était devenu méfiant et cruel, et même Arthur ne se sentait plus du tout considéré comme un fils, mais comme un obstacle, parce que le regard de Dutch, petit à petit, changeait et devenait de plus en plus agressif justement envers lui. Et justement, Arthur, lui, il sentait sa propre fin se rapprocher de plus en plus. Un jour, après avoir aidé une famille malade, il perd connaissance. La toux, la fièvre, le sang, le médecin confirme ce qu'il redoutait. La tuberculose. Il lui restait très peu de temps. Il n'avait pas de remède, pas d'espoir, seulement une lente descente. Mais étrangement, c'était un réveil. Tout s'est éclairci à ce moment-là. Dutch y perdait complètement la tête. Micah avait maintenant une trop grosse emprise psychologique sur Dutch. Le rêve n'était plus qu'une illusion. Arthur se met à réfléchir non pas à comment survivre, mais à ce qu'il pourrait laisser derrière lui. Il se rapproche de John petit à petit. Après des années de tension, il voit en lui un successeur, un père fatigué, mais encore capable d'aimer, de changer. Et Arthur, il tente de faire évader John de prison. La mission fut brutale, mais réussie. Et dans le regard de John, il voit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La foi. Entre-temps, Sadie qu'ils avaient récupéré tout au début dans les montagnes, qui a vu son mari se faire tuer devant ses yeux, devient une alliée précieuse. Forte, froide et déterminée. Ensemble, ils traquent la Pinkerton. Ils protègent ceux qui pouvaient être encore protégés, mais la bande, elle, s'effritait. Alors, dans l'ombre de la montagne, avec un vent froid qui soufflait entre les arbres, Arthur fait son choix. Le camp n'était plus qu'un camp de ruines morales. Les disputes éclatent. Chaque jour, les regards étaient méfiants. Les rires éteints. La loyauté s'effritait comme du vieux bois. Arthur, amaigri, le souffle court, poursuivait pourtant. Pas pour l'or, pas pour Dutch, pour ceux qui restaient. I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur. It ain't. I had a goddamn plan! John. Avec Sadie, il retrouve Abigail, capturée par la Pinkerton. Ensemble, ils arrivent à la libérer de la Pinkerton. Et à ce moment-là, le chef de la Pinkerton va avouer quelque chose. Okay, ladies, let's get out of here. Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. Sure. Tuberculosis. I'll be dead soon. And you with me, Mr. Milton. You'll be dead, sure. But I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. You should have taken it. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell, Micah, you mean Molly? Molly O'Shea.
Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. Okay. Okay. Using your strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Horrible man. Now come on, both of you. C'est Micah, en fait, qui leur donnait toutes les informations. Donc Micah est vraiment un traître, c'était pas qu'une pensée hasardeuse, de jalousie, comme le pensait Dutch, mais c'est bien réel. Il travaillait avec les fédéraux, les alimentait depuis Guarama, c'était lui le poison. Alors Arthur ira voir Dutch une dernière fois, et lui dira calmement, lucidement, Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch, think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. il lui demande de sauver Abigail, de laisser partir John, de sortir quelque chose de bon de ce naufrage, mais Dutch va détourner les yeux. Il ne répond pas, il laisse Arthur seul, alors Arthur prit les devants. Ensemble, ils traverseront les bois, ils grimperont les falaises, suivis par une meute de Pinkerton. Arthur, de plus en plus faible, boitant, toussant, mais déterminé, l'adrénaline remplaçait le sang, mais à mi-chemin, Arthur force John à continuer seul. Il restera derrière, prêt à faire face à ce qui venait. Il savait qu'il ne survivrait pas, mais au moins John, lui, survivra. Et c'est alors que Micah réapparaît. Le duel final ne peut pas être glorieux, pas propre, pas cinématographique, juste deux hommes sales, brisés, qui se battaient dans la boue, les poings tremblants, les os fatigués, la rage en bouche, et Dutch arrive. God damn you. It is over. Now, Arthur. It's over. Oh, Dutch. He's right. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. Up there on the ridge. I gave you all I had. I did. Come on. Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won. Come on. John made it. He's the only one. The rest of us... No. But I tried. In the end, I did. Come on. Let's go. We can make it. Il observe, muet, hésitant, Arthur au sol, le visage en sang. Regardez son ancien mentor. Dutch ne répond pas. Il tourne le dos et s'en va avec Micah. Arthur abandonné, rampe jusqu'au bord de la falaise. Le soleil se levant sur les montagnes de Lambarino.
Le même soleil qu'il avait connu enfant, le même que celui qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'admirer, lui ferme les yeux. C'est une histoire hyper émouvante qui m'a beaucoup touché la première fois que j'ai fait le jeu. Et honnêtement, en la relisant et en la racontant, ça me rappelle tout ce que ce jeu a pu enseigner. On comprend tout de suite la note qu'on a pu lui donner sur Metacritic quand on a toute l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Elle m'a pris énormément de temps. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Oula, bisous.